si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Voilà, nous sommes au 2e épisode, vous avez relativement bien accueilli le premier épisode de cette nouvelle saison, qui est toujours aussi rythmée en apprentissage, en émotion, en bienveillance, on essaie d'écouter les gens, d'avoir beaucoup d'empathie et surtout de ne pas les juger. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E, en tapant dans la barre de recherche le nom de votre podcast préféré. Vous pouvez aussi, pas de panique, retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode, le lien qui va vous amener sur la plateforme Tipeee. Et comme à votre habitude, vous savez déjà, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Google Podcast ou encore la plateforme Anchor, ou encore pour certains, qui nous héberge. Alors aujourd'hui, mon invitée est Sandra, les intimes l'appellent Sandy. Vous avez décidé et aujourd'hui, c'est elle qui va rythmer votre prochaine heure. Et donc bonjour Sandy, Sandra, comment tu souhaites qu'on t'appelle ? Bah écoute, on peut m'appeler Sandra. C'est mon vrai prénom, donc on va partir dessus. D'accord. Tu connais la première question ? Oui. Que l'on pose souvent à tous nos invités ou toujours même. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise ? Bah écoute, déjà merci de m'accueillir. Merci pour la patience, ça n'a pas été facile, mais bon, je suis là. J'aurais aimé que ma mère m'apprenne à m'aimer, moi, avant de chercher à aimer l'autrui, l'autre personne. Et cela même si je suis obèse et même si je ne suis pas, on va dire, je suis hors norme, quoi, comme les gens disent dans la société. D'accord. À quel moment tu t'es rendu compte que ta mère ne t'a pas donné les armes, justement, pour t'aimer ? Quand je me suis retrouvée loin d'elle, quand je me suis retrouvée loin de la maison, à vivre mes expériences de jeune fille, de jeune femme, etc., jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu mettre des mots sur ce qu'on appelait le manque de confiance en soi ou autre. Donc, d'accord. Voilà. Elle vit loin de la maison, c'est quoi ? Tu vivais où ? Tu as grandi où ? Alors, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi au Gabon. Donc, ayant grandi au Gabon, j'ai grandi avec mes deux parents. Donc, ma mère est ivoirienne, pour la petite histoire, ma mère est ivoirienne et mon père est gabonais. Donc, on a grandi au Gabon avec mes frères et sœurs, donc ma fratrie. Et arrivé à l'adolescence, mes grandes sœurs sont parties de la maison parce qu'elles allaient faire leurs études. Et arrivé à l'adolescence, ça s'est pas très bien passé à la maison. Et à 17 ans, ma mère m'envoyait en France, donc rejoindre mes sœurs. Donc, à partir de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, je vis loin de la maison, on va dire. D'accord. Et tu as quel âge aujourd'hui ? 39 ans dans quelques jours. D'accord, donc ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans que tu es partie. Tu as grandi comment au Gabon ? Parce que tu dis que finalement c'est vers 16-17 ans qu'il y a eu, qu'il y a eu peut-être des petits coups, des petits chocs dans ta vie. Ouais. Comment était ta vie avant cet épisode ou ces épisodes ? Alors, en fait, les coups n'ont pas commencé autour de 16-17 ans. Ils ont commencé beaucoup plus tôt. Ma mère n'étant pas du pays, elle a rejoint mon père, donc dans son pays à lui. Elle ne connaissait pas, ou du moins elle y était allée 1 ou 2 fois au cours de leur relation avant ma naissance. Et elle allait définitivement s'installer après ma naissance, moi, en Côte d'Ivoire. Donc derrière, on s'installe. C'est des cas de moyens, mes 2 parents sont médecins. Donc les 2 étaient dans leur vie de médecins. Ils avaient 4 enfants. Une 5e est arrivée quand nous étions à Libreville. Donc une petite vie de famille vraiment normale, on va dire. Mais on est en Afrique, dans les années 80. On sait tous ce que c'est que l'Afrique, les hommes, les couples. C'est pas toujours sain, c'est pas toujours facile. Ma mère avait coutume de ne pas parler ou du moins d'intérioriser. Intérioriser, on va dire à la maison. Parce qu'elle ne parlait pas, mais elle ne se cachait pas. Ils ne nous cachaient pas leurs difficultés de couple. En tout cas, on voyait des explosions. Dès le plus bas âge pour moi. Donc, on a vécu donc, à Libreville, qui est la capitale, pendant 6 ans, 7 ans à peu près. Puis, nous sommes allés à Port-Gentil, qui est la deuxième ville du Gabon, on va dire ça comme ça. Une ville pétrolière, très petite, où tout le monde se connaît. Et mon père a été
parachuter là par rapport à sa vie professionnelle. Donc là a commencé le calvaire pour nous, parce qu'on nous sortait d'un cadre où on était entouré d'amis, de camarades avec lesquels on jouait, dans un cadre, comme je disais, cadre moyen, mais cadre un peu supérieur, dans le sens où on était dans une cité avec que des médecins, donc des enfants qui étaient comme nous, avec père et mère médecins, ou que le père ou que la mère médecin. En tout cas, on était dans un petit cocon bien précis, qui nous permettait de jouer et d'échanger et de développer notre vie sociale. Arrivé à Port-Gentil, on se retrouve, les enfants du directeur, dans une maison, avec une barrière haute, un jardin, entre nous. On a une petite disparité, pas grande, mais j'ai grandi dans une famille, dans une fratrie où les aînés veulent avoir leur place d'aînés et les petits ne jouent pas avec les aînés et vice-versa. Donc il y avait une vie commune, mais finalement un peu distincte par rapport aux âges. Donc on grandit dans ça. Très vite explosent donc les problèmes au Gabon, de politique, tout ça. Donc mes 2 grandes sœurs, qui avaient eu une année presque blanche, sont envoyées en France en internat. Et je reste à la maison avec mon frère, ma petite sœur et les parents. Mais on part de calvaire en calvaire parce que mon homme n'est pas... Mon homme, ça pourrait être ça. Ouais, c'est un lapsus. Très révélateur. Mon père n'est pas du tout l'homme qu'on peut appeler homme fidèle, homme aimant et homme protecteur. Il s'avère être vis-à-vis de ta mère ou vis-à-vis de ses enfants aussi? Les deux. Ma mère et ses enfants. Vraiment, ça a été un calvaire sans nom. La ville étant petite, très vite tout le monde était au courant des difficultés de couple. Tout le monde était au courant qu'il y avait eu un coup qui avait été porté à ma mère. Tout le monde était au courant que, puisque monsieur directeur d'hôpital sortait avec sa secrétaire. Donc, très vite, ça fait une explosion. Et finalement, dans son avancée, professionnelle, il est rappelé sur Libreville, on va dire, quasiment 8 ans après. Donc, je devais avoir 14 ans quand nous repartons sur Libreville. Donc, mon frère, ma petite sœur, ma mère, mon père et moi. Donc, nous repartons sur Libreville. Et là, je suis en pleine crise d'adolescence. Une personne qui ne parlait pas au départ, mais qui s'avère être une enfant très rebelle, qui ne respecte plus du tout l'autorité parentale et même encore l'autorité, on va dire, paternelle, parce que du coup, j'explose, je grandis. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que à partir de mon arrivée à Port-Gentil, où j'étais une enfant normale, j'ai commencé à grossir. Parce que j'intériorisais et surtout je mangeais, et je mangeais mal. Ma mère étant pédiatre, elle-même par rapport à ses problèmes de couple, n'a pas du tout fait attention à ses enfants à ce moment-là. Elle s'en est rendue compte uniquement quand on était déjà, et je dis on parce que nous étions 2, ma petite sœur et moi, nous étions déjà obèses. Quand elle s'est rendue compte que nous souffrions d'obésité et qu'elle était là, pédiatre, et qu'elle n'a pas su. Donc tout le monde la regardait avec 2 enfants obèses dans la maison, c'était très... mais c'est un mauvais médecin, mais en fait non. C'est juste que ces problèmes ont tellement enseveli qu'elle ne s'en est pas rendue compte assez tôt. Donc arrivée à Libreville, en pleine adolescence, donc c'est la découverte... de la grande ville, on revient dans la grande ville, donc les activités de grande ville, on sort par-ci, on va par-là, avec les copines au lycée, tu te crées un petit réseau, comme ça. Et puis la découverte aussi des premiers amours, tout ça. Et voilà. Donc 2-3 années à peu près, un peu compliquées, parce que je commence à m'énerver, je commence à parler, je commence à être insultante vis-à-vis de mon père. Et la dernière année était un calvaire. Un vrai calvaire parce que je ne comprenais pas. Mais en même temps, je recevais des insultes monumentales de la part de mon père par rapport à ma corpulence qui sont restées et qui me braquaient. Mais je ne savais pas comment faire pour me défendre, pour faire fi de tout ça. Du coup, c'est mon année de seconde, donc 17 ans. Mon père dit clairement à ma mère, je ne peux plus vivre sur le même toit que ta fille. Tu fais le choix entre elle et moi. C'est ou elle ou c'est moi. Parce qu'elle ne me respecte plus, elle ne respecte plus rien. Je ne peux pas vivre avec ça. Donc ma mère, désemparée, me dit, écoute... Moi-même, dans mes discussions, je leur dis, vous êtes de mauvais parents, je ne veux plus vivre avec vous. Trouver une solution parce que sinon je me suicide. Comme ça. Ma mère, ça lui est resté vraiment en travers de la gorge parce qu'elle me l'a ressorti quelques années après. Et elle a dit, d'accord, ok, j'ai compris le signal d'alarme. Donc, on s'est débrouillé comme on pouvait. Et puis, du coup, elle m'a envoyée en France. J'ai rejoint mes 2 sœurs. Et voilà. Un peu le début de ma vie en tant que fille obèse. Mais pourquoi cette dernière année a été chaotique et que tu insistes sur le chaos? Parce que c'est ça en fait, parce que tu insistes sur cette dernière année. Ouais. Tu dis que ça a commencé au début, mais il y a eu
Qu'est-ce qui s'est passé durant cette dernière année qui l'a rendu plus chaotique que les autres finalement? La dernière année, je pense que je venais d'avoir ma première relation intime avec un homme. Et je ne comprenais pas pourquoi et comment on pouvait aimer et taper en fait en même temps. Pas moi, hein. Moi je n'ai pas eu de problème dans cette première relation, ça s'est très bien passé. Avec la mère médecin que j'avais, j'étais très au courant des difficultés que ça pouvait être d'avoir des relations tôt et intimes avec un homme, donc je me protégeais de ça, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème non plus dans la relation que j'avais avec la personne puisqu'il y avait du respect. Mais c'était avec mon père. Je pense qu'il a dû sentir ou comprendre que sa fille partait vers autre chose ou devenait peut-être une femme et les agressions n'ont pas arrêté. Elles ont été plus intenses à ce niveau-là et c'était vraiment braqué sur ma personne. Mais en fait, ça s'est intensifié parce que je suis une jeune fille qui bougeait et j'ai surpris mon père à plusieurs reprises avec des maîtresses à gauche, à droite. Et on se croisait à l'extérieur. Donc à la maison, je lui faisais comprendre que j'étais au courant d'une façon ou d'une autre et qu'il ne méritait pas mon respect. Donc cette année-là, ça a été vraiment des disputes à n'en plus finir. Entre mes parents, ça s'intensifiait également. Ma sœur et moi, on était prostrés, mais je lui disais, t'inquiète pas, je vais te protéger, il ne va rien te faire. Il va se braquer sur moi, mais il ne va pas se braquer sur toi, parce que t'inquiète pas, je te protège. Et ainsi de suite. Et donc l'année a été un réel combat avec mon père, mais vraiment, hein. Et ça a été à tel point que quand je quitte la maison, quand ma mère me dit, bon, ben, c'est le jour où on prend l'avion pour partir. Mon père n'est pas à la maison, mon père n'est pas là. Il est en province, sûrement avec une de ses maîtresses. Il n'a même pas dit au revoir. Il m'a même pas appelé. Enfin, vraiment, c'était une rupture entre lui et moi. Une rupture qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on essaye, on n'y arrive pas. Donc voilà. Pourquoi cette année-là, j'insiste? Parce que ça a été vraiment l'année du chaos pour moi. L'année où je me suis dit non, un homme ne peut pas maltraiter une femme à ce point. Et au-delà de la femme, ses propres enfants qu'il dit aimer. En même temps, il rentrait, il se plaignait. Oui, vous savez, dans les autres maisons, quand les pères arrivent, ils sont accueillis à bras ouverts. Moi, j'arrive, chacun fuit dans sa chambre. Oui, tu es un père tortionnaire. Donc, nous ne pouvons pas t'accueillir à bras ouverts. C'est impossible. Donc, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Quel regard à cette époque tu portais sur ta mère? Comment elle était quand tu la regardais? Je la détestais, pas parce que je ne l'aimais pas pour l'amour qu'elle me donnait, mais parce que, en femme forte qu'elle était, je ne la voyais pas forte devant son mari. Je trouvais qu'elle cédait à tous ses caprices, qu'elle se taisait là où il ne fallait pas se taire, qu'elle ne nous défendait pas. Il y a une anecdote une fois où mon père est rentré avec un verre d'alcool un peu trop, en plus dans le nez. Il a projeté ma mère contre un meuble en verre. Ma soeur et moi, nous sommes venus nous interposer, mais ça n'a pas marché. Et il nous a foutus dehors à 2h du matin. Il a estimé que la voiture que ma mère avait était la sienne, donc il a récupéré les clés. Nous étions à 2h du matin, moi pieds nus, ma soeur en peignoir dans la rue. Donc on est parti de là et là on a supplié notre mère de ne plus repartir dans la maison. Mais on est reparti. On est reparti quelques temps après. Il y avait d'autres paramètres qui faisaient qu'on devait repartir, mais nous on ne le voyait pas et on estimait qu'on pouvait faire ça. Parce qu'il n'était pas là finalement pour notre éducation. C'était notre mère. On s'est retrouvés à la rue, premier réflexe, ma mère dit on va passer la nuit chez la cousine de votre père qui va venir lui parler demain. Mais pourquoi tu veux leur parler encore à ces gens? Donc je lui en voulais parce que justement il y avait toujours ce rapport, elle voulait toujours amener mon père dans notre vie, toujours il devait être là et qu'elle ne se défendait pas et qu'elle ne sortait pas de ce cocon là finalement qu'elle s'était tissée alors qu'on savait tous que c'était finalement une prison. En tout cas nous c'est comme ça qu'on le vivait et j'en ai voulu énormément parce que j'ai dit mais tu te rends compte que tu ne nous as pas protégés mais tu nous as mis en bouclier face à ton mari. Nous étions des boucliers en fait. Tu nous utilisais pour te conforter dans ton couple qui était vraiment une prison. Et donc là, ma mère a bien compris que moi je ne pourrais pas continuer parce que il n'y a pas longtemps, elle me dit je ne comprenais pas pourquoi cette année-là ton père était sur ton dos comme ça. Pourquoi il s'acharnait, pourquoi autant d'agressions verbales, physiques. Et il ne s'arrêtait pas seulement dans le cadre de la maison, c'est-à-dire qu'on pouvait être à une invitation et ça partait, c'était la débandade quoi. Où il y a des personnes étrangères qui arrivaient et là je me prenais des insultes, mais vraiment c'était un père très, comment dirais-je? Quelle insulte?
J'étais grosse, donc oui, regarde comment tu es, tu sais pas prendre ta douche, enfin plein de trucs comme ça, quoi, hein, qu'un père ne peut pas sortir devant n'importe qui à son enfant. Ou en tout cas, ne le disait pas de la bonne façon. J'étais adolescente, donc l'adolescence, tu apprends à prendre soin de toi, c'était pas spécialement le cas. Aujourd'hui, bon, on a grandi, mais à l'époque, tu as besoin d'avoir un socle. Tu as besoin d'avoir une éducation à l'hygiène, une éducation, même dans le mental, quoi. Et il ne savait pas la donner, si ce n'était que par des agressions. Donc voilà. L'arrivée en France. Alors, j'arrive à 17 ans, en plein mois d'octobre, j'étais déjà en retard à la rentrée. Je ne connaissais pas du tout la France, ou en tout cas on était venu une fois en vacances. Et puis... Mais c'était vraiment pas le cadre dans lequel j'ai grandi. J'arrive avec ma sœur qui est elle déjà étudiante. Elle est arrivée très tôt, elle était en internat, donc elle est sortie. La suite logique a pris... la vie a pris sa suite logique. Moi j'arrive à 17 ans... avec mes 117 kilos, je me rappelle, en classe de première. Et là, tu te dis, waouh, dans quel monde j'ai atterri, quoi. Ça n'a rien à voir avec la chaleur que mes amis me donnaient. Ça n'a rien à voir avec... D'une, j'arrive en retard, dans un lycée catho, en plein Toulouse. Je ne connais personne, je ne connais pas la ville. Je découvre ce qu'on appelle la vie urbaine. Parce qu'au Gabon, en Afrique, c'est pas ça. On est encore dans les taxis, on est encore dans tout ce qui est... En tout cas, il n'y avait pas de bus à l'époque. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et là, tu te dis, waouh, tu prends la claque. Figure-toi, cette année-là a été très difficile puisque j'ai raté mon année et que j'ai redoublé. Parce que ma socialisation ne s'est pas faite du tout. Je suis arrivée, je n'ai pas réussi à tisser des amitiés que j'avais laissées au Gabon, le cadre de vie que j'avais laissé au Gabon, parce que je quitte maman, papa, mes frères et sœurs, pour venir trouver une étudiante qui elle-même est en pleine construction, elle-même s'occupe d'elle-même finalement, et à qui on demande d'avoir la responsabilité d'une lycéenne. Ça a été un gros méli-mélo, mais on a eu un gros clash avec ma sœur parce que sur l'année, ça n'allait pas. Donc cette première année-là, je la passe à Toulouse, puis je suis parachutée à Bordeaux l'année suivante. Et à partir de Bordeaux, tout va mieux. J'ai compris comment fonctionne un peu le système. Je suis encore dans un lycée catho sur Bordeaux, et là, tout s'enchaîne et tout va mieux, on va dire. En tout cas, au niveau de l'école, ça va beaucoup mieux. Au niveau de mon poids, je suis très frustrée parce que finalement en Afrique, tu as la possibilité d'aller faire coudre une robe rapidement. Alors qu'ici, à l'époque, il n'y avait pas de magasin pour habiller les grandes tailles. Et que du coup, je me retrouvais à porter des habits de mamie ou des habits d'homme où tu es comme un sac à patates alors que tu aimes bien être coquette et que tu te sens pas du tout, tu te reconnais pas en fait, tu ne te retrouves pas. Et à l'époque, c'était, je pense, CA à l'époque qui faisait un peu des soutiens grande taille, des jeans. Mais j'étais pas du tout dans mon assiette et j'étais pas du tout comme j'avais souhaité être. En tout cas, c'était pas la vision que j'avais de moi quand je quittais le Gabon. Donc, il m'a fallu quelques années pour pouvoir me retrouver avec l'ouverture des autres magasins. Après, c'est H&M, je crois, qui est arrivé. Mais moi, j'ai vu la progression de ces magasins-là où on avait finalement des habits un peu, on va dire, normaux, où on pouvait être un peu coquette également et non plus des sacs à patates, quoi. Parce que tu as plus de 100 kilos et parce que tu as besoin de t'habiller aussi comme tout le monde. Donc, ces premières années-là ont été compliquées. Et puis après, ainsi de suite. Après, je découvre également Paris. Ma sœur, donc avec qui j'étais à Toulouse, elle finit son cursus à Toulouse, monte sur Paris. Moi, étant à Bordeaux, bon, on avait fait un gros clash, grosse fâcherie. Et puis finalement, c'est ma sœur. Donc, je n'ai pas le choix. Elle a vécu loin de moi très longtemps, donc elle ne me connaît plus. Moi, je sais qu'on avait un peu des petits... Oui, mais sans plus. Et puis bon, on essaie de garder ce contact-là parce que nous sommes sœurs, parce qu'on est issus du même socle et qu'on essaie de se retrouver tant bien que mal. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à Bordeaux, je retrouve notre sœur aînée qui elle-même également est en pleine construction d'elle-même, avec ses échecs sentimentaux. Je dis ça parce que ça a vachement rythmé notre vie et finalement, mais qui est un peu plus maternelle, en tout cas qui semble un peu plus maternelle que l'autre et avec qui finalement je reste. On a peut-être un peu plus de liens parce que finalement, elle également est obèse. On se rejoint sur ce point-là, tandis que mon autre sœur, donc celle qui était à Toulouse et qui se retrouve sur Paris, elle est toute fine. Donc, elle ne comprenait peut-être pas les frustrations que j'avais à un certain moment. Elle ne comprenait pas peut-être mes irritants. Mais
La deuxième, par contre, me comprenait parfaitement puisqu'elle-même était dans ce schéma-là. Donc, on s'est un peu plus entendus. Puis finalement, on a pris chacune nos routes quand il s'est agi d'aller chacune dans sa vie étudiante et tout ce qui va avec. Donc voilà. En quoi ces mots que ton père a pu avoir ont rythmé tes 22 dernières années? En fait, ça a été une reproduction pour moi de certains éléments que je retrouvais dans le couple de mes parents. Alors mon père ne m'a jamais aimée. C'est l'intention, enfin c'est la sensation que j'avais et que j'ai même encore aujourd'hui, un peu moins atténuée parce que je me suis rendu compte de plein de choses le concernant également. Mais à cette époque-là, j'ai l'impression qu'il ne m'aimait pas et que nous étions arrivés par la force du Saint-Esprit. Il s'est retrouvé dans une famille très vite. Et les agressions, parce que je pense qu'il ne connaissait que ça. Il n'a pas grandi dans un cadre familial comme le nôtre. Il ne savait pas comment dire à son enfant « je t'aime ». Donc la progression, si tu veux, dans ma vie, a été rythmée par les mots MAUX que j'avais de mon enfance parce que en étant donc adulte moi-même, il y a des schémas que j'ai reproduits, des erreurs que j'ai reproduites, en tout cas des situations similaires ou d'agressivité qui sont arrivées dans ma vie et que je rapprochais à ce qui s'était passé avec mon père. Dans ma vie de femme, dans ma vie d'amie, d'enfant, il y avait des choses ou un manque de confiance en moi évident qui était né de tout ce méli-mélo que je ne savais pas comment gérer. En tout cas, quand j'entendais la voix de mon père, ça me... Tu vois, c'était comme un... Comment dire ? Comme un stimuli ou un stimulus, je ne sais plus lequel est le pluriel de l'autre. Et du coup, je repensais réellement à chaque fois qu'il m'arrivait un truc, ça me faisait penser à une histoire que j'avais eue avec mon père. J'avais une histoire avec un homme qui se passait mal, je repensais à la situation de ma mère. J'avais une histoire avec une copine qui se passait mal. Je me dis, mais pourquoi ça s'est passé mal? Mais oui, parce que tu as eu un manque de confiance et que tu as accepté l'inacceptable de cette personne. Et à chaque fois, ça me rapportait à mon père. Comme ça, tac, tac, tac. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes histoires sentimentales, de tes histoires amicales, pour qu'on comprenne un peu le schéma? Oui, alors il y en a eu une, c'est très marrant parce que une qui m'a vraiment marquée et qui m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais perdu, enfin que je n'avais pas confiance en moi. C'est en 2000, j'avais quel âge? C'est à peu près en 2013. J'étais sur mes 30 ans, j'avais pris un peu de retard dans mes études également, ça a pris un coup parce que j'ai commencé des études de droit, mais en fait tout le monde n'est pas juriste qui veut, d'accord? Faut savoir ce qu'il faut faire dans la vie, mais je l'ai su par étapes. Et j'ai commencé par des études de droit, mais chaque année j'ai redoublé. Chaque année j'ai redoublé et à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, mais Sandra, les études c'est pas ça en fait. Ma chérie, réfléchis à ce que tu aimes faire. Et du coup, j'ai recommencé un autre cursus et à 30 ans, donc j'étais en train de finir ce nouveau cursus-là. Et sur l'année précédente, donc je rencontre un garçon que j'avais vu auparavant à la fac également. Une année avant, une année ou deux, j'avais vu le gars et puis ça m'a fait tilt. Et puis j'étais étudiante et je travaillais chez Carrefour en tant qu'étudiante en caisse. Et ce jeune homme passe et tout de suite il m'accoste et tout de suite on parle et tout de suite il me dit, bah écoute, tiens mon numéro, appelle-moi s'il te plaît. Je dis, mais je lui ai rien dit pourtant, je l'ai accueilli normalement. Bref, notre histoire part comme ça. Très vite on se met ensemble, très vite on se met à vivre ensemble. Il avait un appartement, j'avais le mien. Et très vite, bah, il venait rester avec moi et tout ça. Donc moi, j'étais dans mon année de fin d'études. Non seulement il y a les cours, mais il y a les recherches de stage et tout ce qui suit. Mais lui, de son côté, piétine niveau études parce qu'il a validé son master, mais ne trouve pas d'emploi dans sa branche. Et il m'explique qu'en fait, finalement, il a fait un master pour en faire un parce qu'il fallait aller à l'école et qu'il n'est pas du tout satisfait de ce qu'il fait. Mais moi, derrière, j'ai choisi la filière que je voulais. Et je fonçais et j'allais de l'avant, en fait. Quelle filière? J'ai fait administration et développement territorial. Donc, j'allais et je faisais ce que j'appréciais. Lui, de son côté, donc, me voyait parcourir et très vite a commencé à montrer des signes de jalousie. Mais que je balayais de la main parce que je me disais, oh, c'est à l'instant T, c'est rien. Et au fur et à mesure que notre relation a évolué, il y a des agressions qui sont nées. Plus qu'une agression, des mots très durs. Il m'a rencontré, j'étais déjà en surpoids, mais sur un moment donné, il ne me parlait que de ça.
Oui, est-ce que tu as essayé de faire quelque chose pour maigrir? Est-ce que... Donc ça revenait. Jusqu'à ce que je doive lâcher mon appartement. Donc je lui dis, écoute, on vit déjà ensemble, je lâche mon appartement. Toi, ton appartement est plus configuré pour nous accueillir, on va chez toi. Il a tourné en rond, mais déjà là, j'aurais dû avoir le déclic. Me dire non, ça, c'est pas bon. Si la personne réagit comme ça, c'est qu'il veut pas spécialement. Mais tu es dans ton truc, tu te dis, mais non, c'est le futur père de mes enfants, je m'accroche. Et ce schéma-là, quand j'en parle aujourd'hui, je ris. Mais je rigole parce que, sur le coup, non. Mais je me rends compte quelques années après que c'est exactement ce que ma mère faisait. Je reste parce que c'est le père de mes enfants, ou en tout cas, il y a une projection, notre vie, etc., etc. On arrive, donc on déménage. Déjà, le jour même du déménagement, grosse crise de larmes, grosse crise de couple, parce que on s'est dit des mots, et puis il m'a laissé dans la neige. C'était à la période où il y avait, je crois, en 2012, il y a eu un gros épisode neigeux. Il m'a laissé dans la neige, 2012-2013, en région parisienne, il m'a laissé dans la neige pendant 1 heure, parce qu'il était fâché. Il était énervé. Je suis rentrée, j'étais frigorifiée, c'est-à-dire que j'avais l'impression que mon sang s'était coagulé tellement il faisait froid. Et on est resté finalement, figure-toi, 1 mois dans la même maison. Ça s'est terminé en bagarre. Ma sœur a dû venir me récupérer in extremis parce que ça partait en cacahuète. Je suis partie, j'ai laissé mes affaires. Mais quand on est à cet âge-là, on est amoureuse. Donc on se dit, sa voix me manque, on envoie un message. On t'envoie balader, mais tu reviens à la charge. Tu dis non, je lâche pas. Ainsi de suite, jusqu'à ce que un week-end, il me dit, écoute, j'ai envie de passer le week-end avec toi. Tout ça, viens. Donc je dis à ma sœur, je raconte un mensonge à ma sœur, qui ne voulait plus entendre parler de lui, bien évidemment. Je lui dis, non, mais voilà, je sais pas, je vais voir une copine, nanana. Mais t'es sûre que c'est une copine que tu vas voir? Oui. Je vais passer le week-end chez lui, mais je me rends compte qu'il y a des problèmes. Il y a un truc qui n'est plus là, qui est cassé et qui fait semblant finalement. Le week-end passant, il me dit, je vais voir mes frères. Moi, de mon côté, je dis, moi, je vais voir mes copines et puis on se rejoint ce soir. Donc, vers 23h, je dis à ma pote, écoute, je te laisse parce que l'autre là-bas, sa clé, c'est moi qui l'ai. Pour peu que j'arrive après lui, il va péter une crise. Et pourtant, on était en plein été. Mais bon, il va craquer. Donc, je me dépêche, je cours. Je prends même un taxi. J'étais à Bussy-Saint-Georges pour arriver à Corbeil-Essonnes. Truc de malade. Je cours pour rentrer et j'arrive, il est minuit. Je me dis, je vais le trouver devant la porte, non, rien. 1h du matin, 2h du matin, 3h. Je dis ça parce que, tu sais, les phases de sommeil, tu te réveilles, l'autre n'est pas là. Et chaque heure comme ça pendant toute la nuit. Mais c'est une torture psychologique. Et finalement, j'essaie de l'appeler, il ne décroche pas. J'essaie de l'appeler, son téléphone passe en mode répondeur directement. Je m'inquiète, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé au pauvre enfant des gens? Il a dû aller peut-être, en plus, il aimait bien boire et conduire. Je lui disais, non, c'est pas ça. Donc, très vite, j'ai eu peur. Et le matin, 9h, 10h, 11h, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive à moi, en fait, ce genre de choses? Là, je l'appelle à 13h. Son téléphone sonne, il décroche. Je dis, mais où est-ce que tu es? Ouais, je me suis pas réveillée. Je dis, mais tu es sérieux? Tu me dis qu'on passe le week-end ensemble. Finalement, samedi, tu vas faire tes trucs. Moi, je vais faire mon truc. Mais au moins, on peut passer le dimanche ensemble. Ouais, c'est bon. Si j'étais pas, c'est pas grave. On a pris un peu plus de temps. Et puis, je voyais pas l'intérêt de rentrer. Tu voyais pas l'intérêt de rentrer, d'accord? Donc, je ne suis en aucun cas un intérêt pour toi. Puis, il me dit, oui, je lui dis, écoute, les heures passaient. J'étais déjà en colère, en train de bouillir en moi. Et je dis, écoute, il va être 17h. T'es toujours pas rentré. Moi, je dois rentrer. Qu'est-ce que je fais? Laisse ta clé sous le pas de la porte. Mais dans la colère, j'ai dit, ok, je vais laisser sur le pas de la porte. Mais je suis partie avec la clé. Pour qu'il vienne trouver la maison fermée exprès. Donc quand il arrive vers 19h, il m'appelle et là, ça part en cacahuète. Et dans la précipitation, quand je partais, j'ai oublié mon passe Navigo dans sa chambre. Donc le lendemain, j'ai dû venir récupérer. Mais après des cris, des insultes, il a appelé mon beau-frère pour dire que j'étais qu'une pauvre fille, que c'était chez lui, que j'avais bien passé le week-end, que je leur ai menti, des trucs pour te mettre mal et t'humilier. Mon beau-frère m'a dit, Sandra, si tu as ta clé, rends-lui. J'ai dit, non, je ne l'ai pas. En fait, je l'avais. Et du coup, le lendemain, je suis obligée de repartir pour récupérer mes écouteurs. J'avais laissé plein de petits trucs, mais vraiment par oubli. Et là, je le trouve, il est là. Il venait de commencer une formation sur laquelle je l'avais épaulé pour qu'il la fasse.
Je lui ai dit, mais écoute, vas-y, fais-le, c'est une formation en informatique. Je lui ai dit, mais... Et je trouve, il est pas parti en formation. Je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas en formation? Il me dit, je n'ai rien à t'expliquer. Rends-moi mes clés et sors de chez moi. Bon, d'accord, ok. Je lui ai dit, ok, d'accord. Par contre, tu me dois de l'argent. On fait comment? Je te dois rien. Il m'a poussé violemment de son appartement. On s'est donné 2 bonnes claques, je pense, lui et moi. Mais c'est parti loin. Heureusement que j'étais venue avec une amie qui s'est interposée, qui lui a dit, mais tu fais pas ça en fait. Tu lui lèves pas la main dessus. Ce n'est pas ton enfant. Et même si c'était ton enfant, tu n'as pas le droit. Donc, l'affaire s'arrête là et je lui ai dit, bah, écoute, je viens chercher mes affaires ce week-end. Entre-temps, il y a la catastrophe de Bretigny qui arrive. Le train qui a déraillé. Là. Donc, ça avait complètement chamboulé le trafic. Et donc, le samedi où j'arrive, je lui dis, écoute, je suis en train d'arriver pour récupérer mes affaires. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème, mais écoute, je suis pas encore à la maison. Donc, je lui dis, bah, écoute, de toute façon, tu m'as dit que je n'étais pas un intérêt pour toi, je l'entends. Mais attention, je veux que tu sois là. Ok, t'inquiète pas, je serai là. Quand j'arrive, je sonne, enfin, je l'appelle, je suis en bas, il me dit, mais en fait, tu peux monter, tes affaires sont dans le couloir. Je lui dis, pardon? Il me dit, oui. J'ai mis tes affaires dans le couloir et je suis partie, je ne veux pas te voir. Je suis venue avec les amis, on a ramassé mes affaires, mais vraiment comme des malpropres, quoi. Je dis, mais... Et puis, je me rends compte que finalement, la moitié de mes affaires est restée chez lui et la moitié, pas la moindre, les meubles. Tout ce qui lui servait, en fait, dans la vie au quotidien était resté. Donc, je rappelle, je dis, mais pourquoi tu mets une partie de mes affaires dans le couloir et pas tout, finalement? Tu veux le faire de façon brutale, mais fais-le totalement. Pourquoi tu mets une partie? Donc, il me dit, écoute, moi je suis déjà loin, je reviens pas. Donc, charge à toi de revenir quand tu voudras. Tu me donnes juste une date et tu retrouveras tes affaires encore dehors. Donc, du coup, je suis repartie une semaine plus tard et là, j'ai retrouvé mes affaires. Fort heureusement, à cette époque-là, quand je me suis rendu compte que ça battait de l'aile, j'ai commencé à chercher un logement que j'avais eu. Et j'étais en train d'emménager moi-même mon appartement. Donc, finalement, ces affaires-là, je n'ai pas eu à les stocker chez qui que ce soit. Je les ai récupérées. Et je les ai intégrées dans mon nouvel appartement. Mais ça a été tellement brutal et tellement violent dans ma tête que... pareil, le même schéma est revenu où je me réfugiais dans la bouffe, où je mangeais. Alors que je venais de faire une opération bariatrique. Donc, j'ai mis mon anneau gastrique, finalement qui m'a servi à rien parce que je mangeais et que j'avais trouvé la façon de détourner l'anneau parce que ça n'allait pas et parce qu'il fallait que je mange et parce qu'il fallait que je me fasse du bien là où ailleurs j'étais blessée. Donc voilà un peu une histoire qui m'a marquée. C'est très marrant parce que cette personne-là, je ne l'ai pas revue depuis. Et la semaine dernière, je reçois un appel, enfin un message sur Messenger, Facebook. Salut Sandra, c'est moi, est-ce que je peux t'appeler? Ah ok. Et c'est ça qui me pousse même à venir te voir d'ailleurs, parce que je me dis, il faut raconter ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive à plein de personnes. Et je lui dis, oui, mais ça va? C'est vraiment toi? Ça va? Il me dit, oui. Qu'est-ce que tu deviens? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je veux te voir. Tu veux me voir pour échanger. Ah d'accord, ok. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais il est passé par Facebook. Et sur Facebook, ma photo de profil n'est plus du tout celle que j'avais avant. Parce qu'entre-temps, Sandra, qui était joufflue, qui pesait à l'époque, qui est montée jusqu'à 140 kilos, n'était plus Sandra. Parce que sur la photo de profil qu'il y avait, Sandra à 80 kilos. C'est pas la même personne. C'est pas du tout le même esprit. Tu le ressens sur cette photo-là. Et je pense qu'il a dû, dans ses heures perdues, je pense, regarder la photo et puis se dire, ah mais finalement, elle est plus comme... comme je l'ai laissé, c'est peut-être de la bonne viande à se mettre sous la main encore. Et il m'a appelé, on a fait des banalités, et puis il me dit comme ça, oui, j'aimerais bien te voir. À ça, j'ai eu la force de lui dire. Il s'est excusé, il me dit qu'il me devait de l'argent, qu'il voulait me faire un chèque. J'ai dit, mais en fait, quasiment 10 ans sont passés, je ne comprends pas pourquoi tu veux me faire un chèque là maintenant. Je ne crache pas sur l'argent, hein, comme tout le monde, mais j'ai dit, tu sais quoi, c'est passé dans les pertes et profits. Ça, vraiment, je ne me rappelle même plus de ce que tu me devais. Si c'est 10 euros, si c'est 100 euros, je ne sais plus. Mais dans tout cas, tu peux garder. Et ça fait partie des vestiges de notre histoire. Ton pardon, merci de me le dire après autant de temps. Ça fait toujours du bien. Mais je te rassure, moi, je t'avais pardonné. Je suis sortie de cette histoire depuis. Et quitte à se voir maintenant, pour l'histoire de se voir, ça, par contre, tu m'excuseras. Mais c'est pas possible. J'ai appris à dire non, en fait. Et avant... je pense, j'aurais dit oui, écoute, il n'y a pas de problème, on se voit où? C'est ce que j'aurais dit. Mais là, aujourd'hui, non, c'est pas possible.
Donc j'ai eu la force de lui dire non parce que justement, je pense, je suis sortie d'un certain schéma. En amitié, j'ai eu aussi une grosse déception. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a des goumins sentimentaux, il y a d'autres goumins. Là, c'est un goumin amical. Une amie que je portais, mais vraiment, du jour au lendemain, on a clashé parce qu'elle n'a pas voulu, à un moment donné, comprendre que je pouvais être en souffrance et que là où je l'avais mise sur un piédestal, j'attendais qu'elle fasse la même. On n'attend pas toujours la réciprocité, mais il y a un minimum que j'attendais et que je n'ai pas eu. Ça m'a fait une grosse peine de cœur, mais vraiment, et ces deux histoires-là sont arrivées quasiment à 6 mois d'intervalle, et je peux te jurer que j'ai fait une dépression totale. Je n'ai même pas réussi à dire que c'était une dépression, mais j'ai fait une grosse dépression parce que entre le couple dans lequel j'étais qui a capoté et l'amie sur laquelle je comptais, avec qui tout ça a été, je me suis dit ma vie s'arrête également parce que finalement plus rien ne va. J'avais pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances mais pas beaucoup d'amis. Et si je l'avais mise en amie, c'est parce qu'elle en valait la peine. Mais finalement, je me suis rendu compte que moi, je la considérais comme une amie, mais pas spécialement elle. Qu'est-ce qui t'a fait t'en rendre compte? L'attitude, la disponibilité, la façon de s'impliquer, ou en tout cas de comprendre les thématiques qui me caractérisaient ou qui m'entouraient. Et tout simplement, un jour, on s'est un peu pris la tête toutes les deux, et puis je devais être la marraine de sa fille. J'ai vu sa fille naître, j'ai beaucoup soutenu elle quand on a vu les difficultés de couple, tout ce qui a suivi. Elle avait des vraies difficultés de mère célibataire en France, étudiante. Donc je l'ai soutenue, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, et que ce soit même pour des petits dépannages de oui, écoute, je suis coincée, est-ce que tu peux me garder là? Oui, ça arrivait. Pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, on n'était plus dans la même vie. En tout cas, dès que j'avais une information concernant une assistante sociale ou une aide, quelque chose, je n'endormais même pas la nuit, tellement ça me touchait. Et donc, on a eu une routine, on s'est pris la tête pour je ne sais plus quoi. Et je me rappelle un vendredi, je l'appelle, je dis écoute, ça va et tout. Elle est un peu froide, mais je me dis oh, elle boude encore, c'est rien. Je dis ça va, et la petite et tout, machin. Elle me dit oh, elle est là, tout va bien. D'accord. Je dis vous avez prévu quoi? Oh, pas grand chose. D'accord, ok, bon. J'ai vu que ta sœur était sur son profil, à l'époque Facebook, on mettait tout et n'importe quoi. J'ai vu qu'elle était en route pour Nantes et tout, machin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh oui, merci. Et là, le dimanche ou le lundi, je me rends compte qu'elle a fait baptiser sa fille le week-end. Qu'elle ne m'a pas dit, qu'elle ne m'a pas averti. Et surtout que je ne suis pas la marraine, parce que la petite est baptisée. Ça m'a fait un choc. Je me dis, mais je l'ai eu vendredi. C'est passé tout ce temps-là dans la préparation du baptême. C'est un long processus. C'est pas du jour au lendemain, dimanche, tu te lèves, tu vas baptiser ton enfant. Non. C'est au moins, de mémoire, entre 3 et 6 mois, la préparation pour le baptême d'un enfant. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne m'annonce pas que elle-même allait faire baptiser sa fille et que bon, je n'ai pas relevé, j'ai juste pris du recul. Mais ça m'a fait tellement mal, mais tellement. Je dis, mais tout le monde pouvait me faire ce genre de grâce, mais pas elle, qui connaissait tout de moi et qui savait quelles étaient mes craintes, enfin, vraiment, je me suis dit, elle a joué avec moi. Donc du coup, à partir de là, pareil, deuxième rupture, donc amicale. Et après, j'ai commencé à me braquer vis-à-vis des gens que je rencontrais. Mais ce qui est bien, c'est que plus on avançait, mais ça c'est la vie, plus tu apprends, plus tu tires des leçons et tu essaies de ne pas reproduire en tout cas les schémas précédents qui t'ont affecté. Donc voilà, les 2 exemples que je peux te donner de catastrophes amicales et sentimentales que j'ai vécues. Et tu réussissais à comprendre que tu étais dans un schéma, parce que des fois on reproduit, on reproduit. Des fois, les personnes ont besoin soit de consulter un psy, soit d'avoir une réelle conversation avec des personnes pour savoir qu'ils sont dans un schéma. Toi, tu avais compris que tu étais dans un schéma? Non, je n'avais pas compris du tout. D'accord, parce que tu dis ce qui était bien, c'est que j'apprenais J'avais l'impression que c'était moi qui apprenais, enfin que du moins, je grandissais, je deviens un peu plus mature, regarde, telle a fait ça, je ne fais plus, ou telle a fait ça, je ne vais pas refaire la même chose, quoi.
Mais derrière, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait à mes choses d'avant, à ces déboires d'avant, à ces difficultés d'avant. Donc à chaque fois, c'était ça. C'était, on commence, on avance, tout se passe bien et bim, il y a un truc qui cloche et ça casse. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales. Et ainsi de suite. À ce moment, quel est ton rapport avec ton corps, avec toi-même? Quand tu dis tu tombes en dépression, Ouais. est-ce que c'est le moment où finalement tu te regardes dans le miroir, Oui. sans mec, sans amis, Oui. et tu te regardes? Je me regarde parce que j'ai fait une première opération. Donc, j'ai mis un anneau gastrique. Comme je te disais, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. Ça a une réelle corrélation avec mon corps. Parce qu'à la période donc, où je me sépare de cet ami, je me suis séparée du mec. Je rencontre un autre et puis finalement, j'essaie d'oublier celui dont je m'étais séparée. Je le rencontre et puis j'essaie d'oublier dans ses bras. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois d'abord guérir avant d'aller. Et du coup, tout ce qui est pare-feu, tout ce que tu veux pour te protéger au maximum, j'ai tout laissé tomber. Et je suis allée avec ce gars-là. Toujours dans mon obésité, lui, il était bien content d'être avec moi, tout ça, soi-disant, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Je tombe enceinte. Je dis, voilà ce qui se passe. J'appelle le gars, il me dit, mais en fait, je veux pas de cet enfant. Toi et moi, notre histoire, c'est pas suffisamment sérieux pour qu'on parle de ça. Je dis, écoute, tu sais quoi? À mon âge que j'ai là, dis-toi que j'ai fait des conneries, je les ai assumées. Donc cet enfant, je vais le garder. Et finalement, le jour de la déclaration de naissance, moi, je fais une fausse couche. Je fais une fausse couche. Je vais à l'hôpital, donc je règle comme je peux. Et je demande au médecin, qu'est-ce qui n'a pas été? Quel est le problème? Il m'a dit, madame, il y a plein de facteurs. Un choc émotionnel. J'en avais eu un quand il m'a expliqué que finalement, il avait une vie parallèle. Qu'il avait quelqu'un dans sa vie, mais qu'en gros, la personne n'étant pas là, il s'est mis avec moi. Enfin bref, une histoire aussi terrible, mais qui ne m'a pas marqué plus que l'autre. Et le médecin me dit surtout, je ne veux pas vous vexer ou vous blesser, mais ça pourrait être aussi votre poids qui pose problème. Et là, tu te vois. Tu te dis, mais il me dit, il faut faire un effort. En tout cas, il faut que vous régliez cette histoire de poids parce que ça peut être, il me dit, je ne dis pas que c'est ce facteur-là, mais ça peut être un facteur. Ça peut en être un. Faites attention. Donc là, je me regarde, je me dis, non, ça ne va pas. Et là, le cheminement qui avait, quelques mois avant commencé, reprend pour aller vers une sleeve gastrique. Donc, pour la petite histoire, la sleeve gastrique, c'est l'ablation de 2/3 de l'estomac et on te laisse en fait un espèce de tube, on te laisse 1/3 de ton estomac. Donc, quelques mois après la fausse couche, je fais cette opération et mon corps commence à changer. Tu vois les kilos qui s'en vont. Tu fais pas grand-chose parce que tu manges pas, en fait. Tu manges pas, tu manges 2-3 petits trucs, t'es répu. Donc, forcément, ton corps réagit et tu maigris. Le médecin m'avait dit, attention, vous allez maigrir jusqu'à un certain point. Mais vous allez reprendre certains kilos pour reprendre votre poids de forme. Et maintenant, après le travail, c'est là où il va commencer. Ça sera à vous de le faire. Ok. Donc, je me vois maigrir, mais je ne me vois pas en fait dans la tête. Et je deviens très méchante. Je deviens très agressive également. Mais ça, je ne le vois pas moi de mon côté. Et très vite, je me braque et je décide que non. Parce que finalement, je me disais que c'était à cause de mon poids que tout ce que je vivais était arrivé. Et que cette histoire de poids étant en train de se régler, demain, plus personne ne me ferait de mal. Demain, plus personne ne se moquerait de moi. Demain, plus personne ne se jouerait de moi. Donc, je m'affirme et je deviens peut-être pas la fille sympa. Parce que souvent, quand on est ronde, en tout cas avec un visage, « Ah non, mais j'aime bien ton visage. Ah non, mais Sandra, elle est gentille. Ah non, mais voilà. » C'était ça. Et finalement, je devenais quelqu'un de très fin. Et je ne me reconnaissais plus. Et puis, j'étais contente parce que finalement, tu te rappelles le problème de CA et tout ça, c'était derrière. Je pouvais aller chez Zara, acheter des fringues. Je pouvais aller où je voulais acheter des fringues parce que finalement, d'un 54-56, je suis passée à un 42 sur le long du processus. Donc, j'étais plus la même Sandra. J'étais une Sandra fine qui pouvait directement aller et rien que par ma présence m'imposer. Donc ça a été ça.
J'ai été très dure à certains moments avec certaines personnes. Mais finalement, malgré ça, j'avais toujours pas les relations que j'attendais. Malgré ça, j'avais toujours pas l'amoureux ou l'être aimé absolu qui arrivait. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais encore très fine. En tout cas, je recommençais à grossir, reprendre des kilos. Je commençais à avoir peur parce que je me dis, on dirait que je suis en train de repartir dans le travers là, mais attention, je vais regrossir. Attention, tout ce qui va avec mon poids va m'accompagner. Tout ce qui va avec ceci, cela va m'accompagner. Et puis là, catastrophe. Je rencontre un gars qui me paraît vraiment être le bon cette fois. Et il me quitte du jour au lendemain. Ça m'a fait un choc parce que je m'y attendais pas. Il m'a pas donné d'explication. Du jour au lendemain, écoute, je préfère qu'on en reste là. Mais j'ai pas compris, je me suis dit, mais attends. Finalement, j'avais un rapport à mon... Enfin, j'ai tout ramené à mon corps. J'ai le corps qu'il faut. Je travaille, je ne suis pas quelqu'un qui suis assise, je comprends pas. Mais en fait, j'ai oublié même qu'il y avait une histoire d'alchimie et une histoire de... Comment on avance ensemble, en fait. Et peut-être que de son côté, ça ne correspondait pas à ce qu'il recherchait. J'ai même oublié cette partie-là, mais je lui en ai voulu. Je lui ai d'autant plus voulu qu'on rentrait en phase de confinement. Donc, du jour au lendemain, tu es célibataire. Là où tu avais quelqu'un avec qui tu aurais pu être pendant le confinement et pas t'ennuyer, la personne n'est pas là. Vous vous séparez alors que tu es en train d'en tomber amoureuse. Et là, tu te retrouves face à tes réalités. Et tu te rends compte que les années sont passées, tu as perdu du poids. Tu as réglé des situations administratives que tu as pu. Mais il y a un truc qui est là. Et il y a le boulot qui ne te correspond pas, mais dans lequel tu restes parce que finalement, c'est la seule chose réelle à laquelle tu t'accroches. À laquelle qui te fait penser que tu es stable dans ta tête. Alors que finalement, non, puisque le boulot ne te correspond pas. C'est un boulot finalement que j'ai eu parce qu'il fallait stabiliser ma situation administrative et que il fallait que je travaille, dans tous les cas, après mes études. Donc, ça ne correspondait même pas à mon diplôme. J'y suis rentrée parce que j'avais besoin de stabiliser vraiment en termes de titre de séjour et tout ça. Et j'y restais par confort. Parce que c'était vraiment le seul truc durable que j'avais. Le confinement est arrivé. Et là, tu fais le point. Tu dis, mais dans quoi je suis là ? Depuis autant d'années, je suis en train de jouer, mais je ne suis pas bien dans mon travail. Je ne suis pas bien dans ma vie sentimentale. Et finalement, dans mon corps, est-ce que je suis réellement bien ? Je me détestais quand j'étais à 42 kilos, là où tout le monde pensait que j'étais... ah oui, non, mais t'as vu ce que tu mets, t'as vu le corps que tu as, etc., etc. Mais en fait, je ne me reconnaissais pas. Et je me suis plus, durant ces années, c'est passé 7 ans à peu près, je me suis plus centrée sur mon corps que sur ce que je voulais vraiment de la vie. En tout cas, en termes professionnels, en termes amoureux, en termes tout ce que tu veux. Donc, le confinement est arrivé. J'ai travaillé un temps. Il s'est passé une année, donc dans l'année dernière, 2021. J'ai quitté mon employeur, mais parce que derrière au boulot également, tu es la fille noire qui était ronde, finalement, qui a maigri sous leurs yeux, qui s'impose, qui est grande gueule, qui dit ce qui est et qui ne se laisse pas écraser, qui ne se laisse pas marcher dessus par sa hiérarchie. Et il y a eu plein de petits couacs qui font que finalement j'ai fait le poids et que je les ai quittés. Mais depuis, là où tout le monde pourrait être là, ah, mais t'as vu, t'as plus de CDI, tout ça, je pourrais être alarmée, je pourrais avoir peur. Ben, ma vie va mieux en fait. Ma vie va mieux parce que non seulement j'ai fait le point sur la vie professionnelle, mais j'ai fait également le point sur moi. Et j'ai fait le point et j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Deuxième phase de dépression pendant cette période-là. Qui a duré combien de temps ? 1 an. 1 an. Qui a duré 1 an. Et cette fois, je n'ai pas voulu la vivre comme les fois précédentes où il y avait des petites phases de dépression. Je suis allée voir un psychologue. On a tout déconstruit. Au-delà du psychologue, j'ai même vu le psychiatre. On a tout déconstruit. Est-ce que tu peux faire la différence auprès des deux ? Oui, bien sûr. Enfin, auprès des auditeurs. Le psychologue, c'est celui qui va te faire repartir, réfléchir sur ta vie, qui va te discuter avec toi et te faire comprendre ce que tu as envie de comprendre en fait, d'où viennent tes mots et qui va t'aider à mettre les mots sur tes mots finalement.
Le psychiatre, c'est le médecin qui te donne des médicaments pour te permettre, là où tu es en phase, où tu ne dors pas ou autre, de t'apaiser. C'est la grosse différence qu'il y a entre les deux. Donc, le psychiatre donne des médicaments. On va dire ça comme ça. Hein. C'est vite résumé, mais c'est un peu ça. Le psychiatre donne des médicaments pour te permettre de t'apaiser, pour te permettre de te calmer. Et le psychologue t'aide à réfléchir. T'amène à une réflexion, finalement, sur ta vie. Sans pour autant te donner des solutions, puisque les solutions, c'est toi-même qui les as. D'accord. Donc, voilà. Intéressant. Et ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an. Qu'est-ce que tu as appris durant ces 1 an? J'ai appris que finalement, j'idéalisais ma mère. J'idéalisais ma mère, que je n'ai jamais guéri de ce que mon père pouvait faire ou avait dit par le passé, que j'avais grandi finalement avec. J'étais restée avec. Des insultes, j'en ai fait finalement une deuxième peau, un deuxième habit, puisque je recevais régulièrement des insultes de part et d'autre, des hommes avec qui je me mettais en relation, qu'il fallait s'en dépatouiller et que la vie n'était pas faite que de ça. La vie est faite d'autre chose. La vie n'est pas faite pour faire plaisir à sa mère ou en tout cas pour faire plaisir à ses parents. La vie est faite pour que tu puisses toi-même t'accomplir, toi-même vivre tes expériences et pouvoir les inculquer aux générations qui te suivront. Donc voilà un peu. Il était temps, à 36, 37 ans, de prendre ces décisions. Alors il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie pour faire plaisir à ma mère. Il y a des décisions que j'ai prises pour faire plaisir à mes frères et sœurs, pour faire plaisir à mon entourage. Et j'ai appris que dorénavant, les décisions, je les prenais pour moi. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que ça m'arrange finalement moi? Ou est-ce que ça arrange plus l'autre? J'ai appris à me reconstruire et à me recentrer sur moi avant de pouvoir aller vers l'autre, de pouvoir accepter d'avoir du temps à passer avec l'autre. J'ai appris tout ça. Jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais encore dans ce schéma-là, mais j'en suis sortie aujourd'hui parce que aujourd'hui, quand je dis je vais faire ça, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Pas parce que quelqu'un m'y a forcé ou parce que l'entourage trouvera que c'est bien. Non. Je le fais maintenant pour moi, pour mon confort interne. Et parce que tout simplement, j'ai retrouvé, je pense, confiance en moi aussi. Ça, vraiment, je me dis, la confiance en soi, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas blaguer et qu'il faut inculquer dès le bas âge. Et justement, cette confiance en moi, je pense que ma mère n'a pas pu me l'expliquer par rapport à tout ce qu'elle a vécu elle-même dans sa vie et ses combats et tout ça. Elle avait 5 enfants à gérer, 5 enfants finalement d'âge disparate, mais finalement pas tant que ça, avec différentes phases de vie qu'elle a eues. Elle n'a pas su. Donc je pense qu'il faut laisser les enfants partir en ayant inculqué cette confiance en eux. Et surtout en leur disant qu'ils en valent la peine en fait. Qu'on n'arrive pas sur Terre par hasard. Oui, effectivement, c'est la science, c'est Dieu, on ne saura pas finalement ce que c'est qui fait qu'un enfant naît. Mais si un enfant naît, c'est qu'il a quelque chose à apporter également sur Terre et qu'il en vaut la peine. 20 ans, c'est ce qu'il t'a fallu alors pour avoir confiance. 20 ans. 20 ans, là où peut-être il y en a qui ont confiance à partir de 12 ans, à partir de 20 ans. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? En fait, limite, non, il t'a fallu 38 ans en fait pour te construire. Toute ma vie. Toute ma vie. Et aujourd'hui, je dis oui. Oui. Ouais. 38 ans, mais en fait, ma vie ne s'arrête pas là, elle continue. Donc, je regarde le futur et je me dis, voilà, où est-ce que je veux aller? Il y a des doutes, il y aura toujours des doutes. Il y a des incertitudes. Le tout, c'est de se lancer dans ce que tu veux faire. Si tu ne te lances pas, tu ne sauras pas si tu es bon, si tu n'es pas bon. Dans tous les cas, il faut le faire. Des fois, je dis des choses. Là, je reviens de 3 mois frais d'Abidjan. J'ai passé 1 mois avec mon père et ma mère, les deux ensemble. Et 2 mois uniquement avec ma mère. Elle me dit, mais des fois, je te regarde, je ne te comprends pas. Mais quand je m'assois, je me dis, bon, elle n'a pas finalement si tort que ça. Parce qu'elle vit sa vie de femme, en fait. Elle vit sa vie de femme. Pareil. Donc, je te dis, j'ai passé 3 mois avec ma mère. Et finalement, 1 mois avec mon père et ma mère. Ça a été compliqué.
ça a été compliqué. Ça a été des clashs avec mon père, qui est le père autoritaire. Jusqu'à à qui présent. Ah oui, oui. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est le rôle qu'il veut se donner. Le père autoritaire, qui veut t'apporter et qui veut te guider. Mais je lui ai fait comprendre et je lui ai dit, papa, mes parents ne sont pas divorcés. Ils vivent encore ensemble. Dans un schéma très bizarre, mais qui est leur couple. Donc ça, je n'ai rien à dire. J'ai réussi à avoir un détachement de ce couple. Parce que c'est ça aussi. Il faut pouvoir se détacher des affaires qui ne sont pas les nôtres. Les affaires de couple de nos parents ne sont pas les nôtres. Un enfant ne peut pas être mis au milieu, en fait. Papa et maman ne divorcent pas. Mais X et Z peuvent se séparer ou ne pas être d'accord dans leur vie. Mais papa et maman doivent éduquer. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'insiste. Parce que moi, j'ai vécu toute ma vie et ça a été un méli-mélo. Ça a été vraiment compliqué de s'en dépatouiller. Et j'ai dit à mon père, un jour je suis venue, j'ai surpris une conversation. Oui, voilà, elle, sa vie, je comprends pas, elle va là-bas, elle bouge, elle fait n'importe quoi. Il faut lui dire que je suis pas content, que c'est pas ce que j'attends d'elle. Je lui ai dit, papa, je te permets pas. Là, aujourd'hui, tu sais, il y a 21 ans en arrière, je suis partie parce qu'il y avait des agressions. Ce que tu es en train de faire s'appelle une agression. Je dis, tu es en train de me harceler pour ma propre vie. La tienne, elle est toujours là. Hein? Occupe-toi de réparer les erreurs que tu as faites avec tes enfants. Je peux accepter que mon père me donne des conseils, mais quand c'est bienveillant. Or, en l'occurrence, là, ce n'est pas bienveillant, c'est une agression. Donc ça, tant que tu seras dans ce schéma, ça ne bougera pas. Je suis peut-être en France, mais je garde mes racines africaines bien profondes et je sais qu'il y a beaucoup de familles où aucun enfant ne peut parler ou ne peut dire ça à leur père. Même à 45 ans, à 50, même à ces âges-là, il y en a plein qui ne peuvent pas. Mais j'ai décidé que j'allais le faire. Pas par manque de respect, mais pour me sauver moi et parce que j'en ai besoin. Pour réparer toutes les blessures qu'il y a eu et toutes les couches de blessures qu'il y a eu. Et peut-être aussi, comme on dit souvent, briser des cycles, hein, briser des qui cycles peuvent se reproduire après. Exactement. Est-ce que tu as eu cette conversation? Parce que des fois, quand on fait peut-être on voit un fille, peut-être que des fois, on te demande soit de pardonner à tes parents, de pardonner à ton agresseur, juste pour retirer ce poids. Est-ce que tu as une conversation avec tes parents en tant qu'adulte qui n'est plus fébrile? C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je suis affirmée. Je peux parler avec vous sans avoir peur qu'une de vos paroles me brise. Est-ce que tu as eu cette conversation avec eux? Avec ma mère, oui. Pas avec mon père. D'accord. Qui est dans le déni total. Ton père ou ta mère? Mon père. Ma mère le comprend, elle l'entend. Mais c'est une femme finalement de 70 ans qui a grandi avec un père qui lui a tout donné et un mari qui ne lui a rien donné. C'est une femme à ces âges-là, c'est très rare. C'était rare dans les années 80 de voir des parents, 80-90 de voir des parents divorcés. Ça existait, mais c'était très rare. En Afrique, on dit, faut supporter. Faut supporter. Faut supporter. Donc c'est ce qu'elle a fait, ma mère. Aujourd'hui, elle nous dit, c'est vrai, votre père n'a pas été parfait, n'est pas parfait. C'est l'un des pires pères qu'on puisse rêver d'avoir. Mais c'est votre père. Parce qu'elle reste dans le schéma de l'éducation africaine très rigide où le père est l'autorité finale. Quant à mon père, lui, il est dans le déni, ou en tout cas, il se passe en victime. Mais oui, il se rend compte que ses enfants ont grandi et que ses enfants sont appelés à aller vers leur vie et finalement peut-être l'oublier ou oublier tout simplement le lien que nous avons parce que c'est un lien destructeur. Aujourd'hui, on a des difficultés très, 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 très prononcées avec la famille paternelle, du fait de toutes les histoires qu'il y a eu, du fait de la protection finalement qu'ils lui ont apportée et du soutien qu'il a eu de certains. Il y a des difficultés dans la famille de ma mère, mais c'est jamais au même niveau, c'est jamais, tu vois, il va y avoir des difficultés, mais très vite ça passe, et puis bon, c'est très fraternel. Quand on est allé en Côte d'Ivoire, mon père, ma mère et moi, là, en décembre et mars, bon, mon père, il est resté qu'au mois de décembre, il a dit à ma mère, je suis triste de voir la relation que Sandra a avec ta famille. Quand je pense que mes enfants n'ont pas la même relation avec ma famille, c'est un échec pour moi. Elle lui a dit, mais la faute à qui? Et là, il répond, chaque humain fait des erreurs. J'en ai fait. Vous en êtes conscient? C'est bon, ça suffit. Donc pour lui, il n'y a pas de
Il n'y a pas de pardon. On n'a pas à lui pardonner quoi que ce soit. Il a vécu sa vie, il a fait des erreurs et puis bon, voilà quoi. C'est un enfant. Mais en fait, peut-être qu'il était enfant, mais lui-même a eu des enfants. Qu'il a maltraité, une femme qu'il a maltraitée. Et là, je dis à ma mère, quand il est parti, je lui dis, mais maman, tu te rends compte quand même qu'il n'a même pas cherché à s'excuser. À dire vraiment, j'ai été odieux. Vraiment. Mettre le nom, mettre le mot sur ce qu'il a fait de mal pour qu'on amorce un système de guérison. Alors, tu me demandais tout à l'heure si j'ai parlé du pardon. Oui, ce pardon-là, depuis que je suis en France, on en parle avec mes sœurs. Plus qu'avec mes sœurs d'ici, avec ceux qui sont restés. Finalement, ma petite sœur et mon frère ne sont pas venus en France, mais nous sommes tout le temps connectés. On en parle régulièrement. Régulièrement. Et chacun, finalement, est libre de pouvoir accepter ou donner le pardon au moment où il a besoin de le donner. Et nous ne sommes pas tous au même niveau, mais ce qui est sûr, c'est que nous tous avons été brisés par cet homme. Et nous tous cherchons à nous reconstruire d'une façon ou d'une autre. Certaines dans leur couple, d'autres dans leur vie, comme moi, finalement. Et ton frère, parce qu'il y avait un garçon dans tout ça. Oui, il y avait un garçon, mon frère. Oui, c'est mon garçon. Il est au milieu. Alors, il y a les deux premières, lui et moi et ma petite sœur. Lui, malheureusement, a reproduit, pas la méchanceté de mon père, mais les schémas d'hommes frivoles. Il a reconstruit, puisque mon frère aujourd'hui cumule entre, je dis entre parce que je n'ai pas le nombre exact, 7 et 8 enfants de mères différentes. Oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que mon père a eu des enfants hors mariage que je ne connais pas. Pour l'instant, je ne souhaite pas les connaître. J'en ai entendu parler. Je suis même amie sur Facebook avec 2, je pense. Mais je ne souhaite pas les connaître plus que ça. Je les ai vus une fois ou 2. Mais maladroitement, mon père veut les insérer dans nos vies. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et il ne sait pas comment faire et les choses perdurent, tu vois. Et mon frère a reproduit ce schéma-là au niveau de mon père, sans méchanceté. Mais du coup, dans sa vie également. C'est compliqué. J'aurais aimé pouvoir avoir une discussion avec lui pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi c'est toujours le chaos? Pourquoi tu ne te relèves pas? Je pense que lui-même également, de son point de vue masculin, doit avoir plein de couches sur lesquelles il a du mal à mettre des mots pour l'instant. Je pense qu'il n'a pas fait encore cette pause dans sa vie pour dire bon, je guéris, je veux guérir, et je veux aller à autre chose. Il reproduit des schémas également, d'erreurs. Il va d'erreur en erreur. Mais bon, j'espère vraiment, parce que j'adore mon frère. C'est avec lui que j'ai fait mon complexe de Deep d'ailleurs. J'étais amoureuse de mon frère, clairement. Dès que je voyais une fille approcher, je sortais les griffes, quoi. Je sortais les griffes, mais en même temps, j'étais sa confidente. J'étais sa sœur la plus proche. Et puis, les années ont avancé et on a pris de la distance, lui et moi. Parce que je deviens une femme qui sait ce qu'elle veut et qui voit que son frère fait des conneries, en tout cas avec les femmes. Et qu'on n'est pas prête, en tant que femme, à accepter certaines choses. Et je pense que c'est de là où vient notre petite distance. Mais j'adore toujours autant mon frère. Il viendrait, je lui sauterais dans les bras et on se taperait. Pas plus tard qu'hier soir, avec mon autre sœur, on s'est rappelé des souvenirs. On a éclaté de rire, on a ri aux larmes. Parce que, voilà, on a vécu des choses entre nous qui étaient très belles. Mais dès qu'on rajoutait la donne parent, c'était autre chose. Mais bon, ça c'est la vie. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'arrivent pas à dire ce genre de choses parce qu'il y a la honte, il y a la gêne. Et il y a surtout, tu sais, en Afrique, on est très pudique. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Surtout quand ton père a un nom et que ton père est un peu connu, ou en tout cas, on peut te reconnaître facilement. Les gens ont très vite et cachent. Et on fuit au plus profond d'eux les douleurs comme ça, alors qu'il faut les extérioriser pour pouvoir en guérir. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Un point de vue qui se tient. Un point de vue qui se tient. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu te souhaites? Je me souhaite d'aller de l'avant. Je me souhaite de garder cette pêche-là que j'ai aujourd'hui et de me dire que demain, si ça va moins bien, bah, en fait, il y a du soleil ailleurs. Il y a un échec, on ne reste pas sur l'échec, ou en tout cas, on ne reste pas là à macérer l'échec pour en faire une carapace. Non. Il y a des échecs, il y a des victoires. Il faut aller sans cesse chercher la victoire. Comme on dit,
la guerre ne se gagne pas. Il y a des batailles qui se perdent, il y a une guerre. Il faut gagner la guerre. Pas juste la bataille. Une petite bataille dans la vie, c'est un petit rien, finalement. Donc, il faut que je me souhaite à moi-même de rester cette fille souriante, agréable, mais qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui veut y arriver. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère? Waouh! Alors, je m'étais préparée à tout sauf à ça. Si, je sais plus ou moins. Je veux dire à ma mère que je l'aime. Que elle a été un vrai modèle pour moi, en tout cas en termes de patience, en termes de travail. Parce que ma mère est travailleuse. Jusqu'à son vieil âge, elle réfléchit à comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Toujours, tu sais, la petite idée qui naît. Au lieu de rester à dire, bon, je vais m'occuper de mes petits-enfants, non. Elle a toujours, oui, bon, là, on va faire comme ci, comme ça va faire ça, ça. Tu sais, toujours quelque chose à faire. Et ça, c'est ma mère qui me l'inculque. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, elle me l'inculque. Et je lui dis merci. Merci aussi d'avoir été autant patiente avec moi. Parce qu'un enfant qui te dit à 17 ans, tu es une mauvaise mère, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raté? Dans ma vie professionnelle, ça n'a pas toujours été droit. Dans ma vie de femme, ça n'a pas toujours été droit. Mais ma mère me soutient encore aujourd'hui en me disant, Sandra, tu vas y arriver. Et ça, je lui dis merci. Et je lui dis, maman, je t'aime pour tout ça. C'est dommage qu'il y ait eu ce côté où je t'ai sentie faible et fébrile. Mais derrière, tu es une femme de caractère, tu es une femme de force. Et je veux être comme toi. Vraiment, je vais être comme toi. Pas reproduire le même schéma que toi, mais avoir ta vivacité. Et maman, merci, vraiment. C'est ce que j'aimerais lui dire. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à une autre personne? Oui, je ne vais pas oublier, j'ai une de mes cousines, celle qui m'a fait découvrir ton podcast. Si je ne dis pas son nom, elle va me tuer. Elle s'appelle Jenna, c'est son petit nom, je vais l'appeler comme ça. Je l'aime également parce que sur tout ce parcours-là, elle a été là. Elle m'a vue dans différentes phases et vraiment, on a pu avoir des discussions très constructives parce qu'aujourd'hui, il y a sa sœur qui se ment à elle-même, en tout cas qui a un mal-être sur lequel elle n'arrive pas à mettre un mot. Je souhaite vraiment que ma petite sœur, du coup, parce que c'est une de mes petites sœurs, on a 10 ans pile poil d'écart, puisse ne pas reproduire ce que j'ai reconnu, ne pas attendre les 10 années là pour guérir de ce qui est un poids parce qu'elle est obèse également. Mais elle est encore dans le schéma de oui, je suis grosse mais je ne suis pas malade. Je ne dis pas que tu es obèse, tu es systématiquement malade, mais l'obésité favorise certaines maladies. Donc, c'est un combat, il faut l'accepter et il faut trouver la solution. Moi, la solution que j'ai trouvée, elle peut paraître facile et très simple pour les autres. Oui, elle s'est fait opérer et puis voilà. Non. C'est une construction que j'ai eue et c'est un choix que j'ai fait. Parce que tout simplement, à un moment donné, il fallait absolument que je maigrisse. Pour ma vie de femme, pour ma vie professionnelle, il fallait que je maigrisse. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais fait différemment. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai utilisé et ça m'aide. Je ne force pas qui que ce soit à aller faire une opération. Parce que derrière, il y a des séquelles, ou en tout cas, une opération n'est jamais anodine. D'accord? Il y en a plein qui sont décédés quand ils ont voulu faire des sleeves, il y en a plein qui ont eu des complications. Moi, j'ai eu de la chance, je n'en ai pas, si ce n'est des brûlures d'estomac que je ne connaissais pas avant. Mais j'en vis très bien, je vis très bien avec. Mais par contre, quand tu es dans un mal-être profond et que tu n'arrives pas à mettre les mots et que tu dis oui, tu te justifies systématiquement, mais que derrière, quand tu dois aller acheter un pantalon qui ne te va pas, tu exploses en larmes, il y a un mal-être quelque part que tu dois trouver. Enfin, tu dois trouver et tu dois en guérir. En tout cas, je te souhaite à toi et elle va se reconnaître, elle va m'en vouloir parce que ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé, mais c'est pas grave, c'est ma petite sœur. Trouve le chemin du salut pour toi. Voilà. Merci beaucoup Sandra. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Sandra. J'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière. N'hésitez pas à nous raconter, nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou via les réseaux sociaux type Twitter, Facebook, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit.
Et d'ici là, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup. Au revoir Sandra. Au revoir Deirdre.